plan de la situation socio-politique nationale et internationale, d'abord, au plan de la politique, la situation socio-politique internationale n'est pas ni attardée. Comme vous le savez, l'actualité internationale est marquée par la crise au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que leurs conséquences, mais également par l'annonce de l'Alliance des États du Sahel sur la CEDEAO, le réchauffement des relations entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, et enfin l'alternance qui vient de s'opérer au Sénégal. S'agissant de la crise entre Israël et la Palestine, mais qui entraîne, sinon nous prendra, de revenir excroissance en Iran et de la crise russo-ukrainienne, le RDP, bien évidemment à la suite de son président, appelle à un cessez-le-feu et à privilégier la voie du dialogue afin de préserver la paix mondiale. Je dis bien la paix mondiale. En ce qui concerne l'actualité africaine, comme je l'ai noté, elle est marquée par l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal, avec la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Le RDP, à la suite de son président, félicite d'une part le président Bassirou Faye pour sa brillante élection à la tête de l'État sénégalais, et de l'autre, félicite également le peuple sénégalais qui a su privilégier l'intérêt suprême de la nation, donnant ainsi une belle leçon de démocratie à l'Afrique et je dirais au monde entier. Le RDP regrette, concernant donc les pays de l'AES, le retrait de certains pays frères de notre espace communautaire, la CEDEAO. Il déplore les malentendus qui ont conduit à cette situation et à cet effet. Il salue l'appel au dialogue lancé par les autres États membres, surtout les efforts inlassables qui sont déployés par notre président, le président Alassane Ouattara, afin de ramener la paix définitivement dans notre sous-région. Le RDP voudrait espérer que le réchauffement récent des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina constituera un bon signe de ce réchauffement, ou du moins de ce retour à la calmie dans notre sous-région. Au plan national, l'actualité est marquée par la dernière cérémonie que nous avons organisée, c'est-à-dire la commémoration du 11 avril. Comme vous le savez, cette commémoration s'est tenue le jeudi 11 avril 2024. Elle a retenu l'attention. L'idée de cette célébration n'était pas de venir comme pour lever des comptes. Il ne s'agit pas non plus d'un coup de tête. Depuis que j'ai l'honneur de bénéficier de la confiance du président du parti et du président du directeur du parti pour diriger le RDP, le secrétariat exécutif, j'ai proposé une célébration au moins symbolique dans un premier temps. Le 11 avril était l'objet d'une action sobre, certes, mais il n'est pas exact de penser que la date avait été oubliée du fait de notre volonté d'accompagner la réconciliation nationale. Comme on l'a dit, la réconciliation nationale, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la rénonciation à notre mémoire. C'est pour cette raison que le RDP a rendu un hommage appuyé au président Henri-Konan Bédié pour sa contribution essentielle dans notre victoire, notre victoire commune, la victoire de la démocratie. C'est ici l'occasion de saluer
sa mémoire est de réitérer nos plus sincères condoléances à la famille biologique, à sa famille politique, ainsi qu'à toute la nation. Le RLDP voudrait assurer le PDCI de sa solidarité et de sa présence à toutes les étapes des obsèques du président Aimé Nicolas Bédié. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, de 2010 à 2018, je vais donner un sens donc, à ce que je viens de vous dire. Le président Nicolas Bédié et le PDCI, en qualité de membre du groupement politique du RLDP, avaient la même vision que nous. Le président Nicolas Bédié, alors qu'il aurait pu tout simplement, lors de la crise post-électorale, il aurait pu tout simplement rester chez lui à la maison sans être inquiété, il aurait pu sortir du pays sans être inquiété, il a préféré rester à l'hôtel du peuple, comme aime à le dire le président Alassane Ouattara lui-même, pour souligner sa contribution donc à la victoire de la démocratie. Ensemble, nous avons été heureux de la délivrance de notre pays le 11 avril 2011, après plus de 5 mois de difficultés partagées au Golfe, plus de 5 mois de calvaire, plus de 5 mois de traumatisme. Rien ne peut donc opposer le RLDP au PDCI. J'ai dit bien rien, absolument rien. Car nous avons été nourris à la même sœur vivifiante, nous partageons la même philosophie, la paix, le dialogue, la cohésion sociale si chère au père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, et en digne héritier également au président Alassane Ouattara, comme il l'a prouvé et continue de le prouver depuis qu'il a la tête de notre pays. Le RLDP et le PDCI sont appelés de toute façon à se retrouver et à poursuivre la marche ensemble vers le destin, plutôt vers un destin encore plus lumineux pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, rien n'a changé. N'en déplaise à ceux qui n'ont jamais admis avoir causé du tort à la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucune contrition, qui n'ont jamais demandé pardon, et qui ne rêvent que d'un match retour, mais qui en réalité ne rêvent que de se venger. Ils sont en train d'écrire, ceux-là qui sont en train d'écrire un autre scénario de conflit. Rassurez-vous, pour l'élection présidentielle 2025, le RLDP ne suivra pas dans cette voie. Le RLDP ne suivra pas dans le chemin de la belligérance. Néanmoins, que personne ne se trompe. Le RLDP est prêt à mener tous les combats. Les bons comme les faux, si nous y sommes obligés. Alors, parmi ces faux combats, il y a la suppression de l'inscription de M. Laurent Gbagbo de la liste électorale. Parmi les faux combats qu'on veut nous imposer, je dis bien qu'il y a la suppression, le débat sur la suppression de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Un combat d'un candidat qui, au regard de nos textes, ne figure pas sur la liste électorale. Pourtant, selon ses partisans, il sera bel et bien candidat et va même gagner l'élection. Il n'est pas sur la liste. Il va participer aux élections et il va gagner l'élection. Par quel achille? À ce jour, il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat et qui ne l'est pas. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire, par contre, et que nous avons déjà fait, c'est de prendre des dispositions eu égard à la réalité actuelle, ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice. Ceci étant, nous notons une panique et une agitation inquiétante qui ont gagné le parti des peuples africains du Côte d'Ivoire PPACI. En quoi est-il un crime? Je dis bien, en quoi est-il un crime de dire, en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible et ne peut pas être candidat? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime de dire que Laurent Gbagbo
dans la situation actuelle, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas éligible, il n'est pas sur la liste électorale. Il n'a pas bénéficié d'une loi d'amnistie. Est-ce que c'est une injure? Nous ne sommes pas juges constitutionnels, cependant, nous avons le droit de mettre un avis qui n'engage que nous et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Au-delà de cette question de justice, l'histoire de notre pays est encore récente. Les faits sont sacrés, donc. La présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été, on peut tous en convenir, la pire erreur de l'histoire de notre jeune nation. Sa gestion a été émaillée de charniers, de tueries massives, de disparitions forcées, de dégradation massive du tissu socio-économique et de dépravation des mœurs. Est-ce que le dire, c'est travestir les faits? Non, il ne s'agit pas de travestir les faits. C'est ce que nous avons vécu pendant ces 10 ans, dont 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Aucun investissement sérieux. Sa gestion a surtout été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriens, qui a atteint son point culminant avec une rébellion dont on aurait pu se passer. Laurent Gbagbo était pourtant, selon la constitution de notre pays, le garant de l'intégrité du territoire national. Il devrait être poursuivi normalement. Il devrait être poursuivi. Normalement, je dis bien, il devrait être poursuivi pour haute trahison ou parjure. Il devrait être poursuivi. Il ne pouvait en être autrement, puisque Laurent Gbagbo n'avait jamais géré auparavant, même pas une association, avant de devenir président de la République. Maintenant, il n'a pas géré même une association. Le SINARES, il n'a jamais géré. Le SINARES, il n'a jamais géré. Bon, quoi d'autre? Le GRTO, il n'a pas géré, c'est Simon qui a créé. Le GRTO, le SINARES. La seule association dont il a été membre, un membre dont la moralité a été déclarée du tout, c'est l'UNESI. Quand il était étudiant, l'UNESI, il a été membre de l'UNESI. Délégué social, demandez à ceux qui ont connu le rôle dans cette époque. Et nous dirons ce qui lui a été reproché au point de se gaver d'un flacon de Nivaki pour abréger sa vie. Bien, donc, bon, c'est une triste et douloureuse parenthèse à vite refermer. Laurent Gbagbo sait qu'il n'est plus électeur. Donc, il n'est plus susceptible de candidater à un quelconque poste électif dans notre pays, jusqu'à nouvel ordre. Il le sait lui-même et sa formation politique le sait aussi. Là, j'écoute Laurent Gbagbo, j'ai de la compassion pour lui et je le répète. Je l'ai dit à d'autres endroits et je continue de le dire. Quand j'écoute ces partisans, je suis doublement pris de compassion pour lui, car j'ai l'impression que Laurent Gbagbo vit dans un monde virtuel. Il vit dans un monde virtuel. Il doit revenir au monde réel, sur la terre faible, et accepter que le monde a changé. Sa place, c'est d'être un opposant professionnel, ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Oui, ça aussi, c'est la vérité. Dans l'opposition, il excelle, il brille. Au pouvoir, on l'a vu, et nous avons dans les abîmes. Lorsque je dis qu'il doit rester un opposant professionnel, dans ma bouche, en tout cas, c'est une amabilité. C'est une amabilité que je lui fais. Je voudrais insister sur ce point. Et je crois que même mon avis est partagé par des militants du PPACI. Le PPACI doit avoir une compréhension différente des choses, c'est normal et c'est de bonne guerre. Cependant, ce n'est pas une raison de tomber dans des enfantillages comme ceux qui nous ont été servis également à l'opinion publique par un écorché vif. On a traité Bapouro de mouton et il paraît que Bapouro ne peut même pas être secrétaire de mal dans leur parti.
je dis ici haut et fort que ce n'est pas une bénédiction à plus forte raison qu'une grâce. Et d'être simple leader à plus forte raison d'être secrétaire de base d'un parti qui a conduit le pays 3 fois, sinon plus, dans la violence et le précipice. En 90-92, février 92, c'est Laurent Gbagbo. En 99, il dit n'avoir pas été l'auteur du coup d'État, c'est lui et lui seul qui a tiré le marron du feu. 2002, on vient de parler des charniers. 2010, la crise post-électorale. Pour moi, dire que le président de ce parti est un opposant professionnel, je le répète, c'est une amabilité, parce qu'il ne mérite même pas. Ensuite, on dit que Bamboungo, c'est un bouton. Mais je l'ai dit, c'est à la loi. À un meeting de lancement de campagne du ministre Touré, j'ai dit ça, mais je l'assume. Je préfère être un bouton derrière un bon berger pour le conduire. Pour le conduire vers le pâturage riche et d'être un chien de garde excité dans tous les sens. Il n'y a pas à rougir. Moi, je ne vais pas en tout cas à rougir en disant que je suis un mouton. Derrière le berger qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a conduit la Côte d'Ivoire là où elle se trouve aujourd'hui après l'avoir prise dans le précipice. Et peut-être qu'un mouton derrière celui-là pour aller et faire de la bonne herbe, que d'être un chien de garde derrière quelqu'un, excité par la faim, excité par toutes sortes de choses, et allant dans tous les sens. Alors, chers amis, je ne vais pas en dire long sur ce point. Alors, il y a d'autres points qui ont été soulevés, ou du moins qui sont des marqueurs d'actualité sur la politique nationale. Bien sûr, il y a le débat sur la suppression de la commune du Plateau. Bon, j'ai entendu des choses de d'autres. De la part du porte-parole du PDC, le PDC, Parti démocratique du Côte d'Ivoire. Donc, le porte-parole a pris une commission à laquelle je n'ai rien compris du tout, concernant le Plateau. Parce que j'ai lu l'article qui a été produit par un penseur. Je pensais que toute la Côte d'Ivoire allait applaudir pour une fois, ensemble, à l'unisson. Parce que ce qui se passe devant nous au Plateau jure avec la démocratie, jure avec toutes les règles. J'ai dit bien, jure avec toutes les règles. Dites ça, il faut le dire, il faut la commun. Ça jure avec tout. C'est en contradiction avec toutes les exigences démocratiques, avec toutes les règles démocratiques. En ce sens que, voilà une commune qui a 7000 habitants. 7000 habitants. Prenez les faux papiers, surtout pas les journalistes, parce que vous êtes habitués à ça, les journalistes. Ceux qui ne sont pas journalistes. Une commune qui a 7000 habitants, qui a 14 milliards de budget, qui a une frontière à Niamey d'un côté, à Niamey et choses à Tikpé d'un côté, très civil de l'autre, et puis au côté aussi un peu, et puis la lagune, qui ne peut pas s'étendre. Bon, vraiment, où il y a tout déjà, il y a tout. 7000 habitants, et puis 14 milliards de budget. Et pendant les élections municipales, 82 000 électeurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire les choses dans notre pays? Oui, de façon sérieuse, sans polémique. Moi, j'ai lu le papier de ce monsieur, j'ai dit, mais voilà, on voit un esprit de terrain, voilà, on voit quelqu'un, bon, qui ose dire les choses comme elles sont. Mais ce n'est pas normal. On a prendre des mercenaires dans d'autres villes, dans d'autres communes, pour venir élire le maire d'une commune qui, après son élection, à la limite, n'a absolument rien, j'ai dit bien, absolument rien à devoir aux 7 000 qui sont dans sa commune. Ça, lui, il n'a absolument rien à faire avec les 7 000.
Plus de 7 000 n'ont pas voté. C'est 82 000 pris ailleurs. À Yopougon, à Tokoubé, à Yamé, à Kwasi, un peu partout. On prend partout et puis on vient. Quand ils ont fini les Mercedes, c'est un bien à la démocratie. Le PDCI devait dénoncer cette situation et applaudir, j'allais dire, notre penseur. Le PDCI voit la main obscure d'un parti politique qui veut lui enlever le plateau. On veut lui enlever le plateau, c'est fait voir. Mais il faut quoi au plateau? Voilà, on veut leur enlever. Non, il faut qu'on soit sérieux. Le pays ne peut pas être dirigé de cette façon. Les débats démocratiques ne peuvent pas être menés de cette manière. Un pays qui se respecte, un pays comme la Côte d'Ivoire en 2024, il faut quand même poser les problèmes de façon sereine, et puis par les échanges, arriver donc à des réponses qui sont satisfaisantes. Alors, il y a deux autres questions. La question de la dette et du cacao. Bon, moi, franchement, je n'ai pas l'habitude de philosopher au-dessus de mes forces. Je n'ai pas l'habitude de philosopher au-dessus de mes forces, d'argumenter au-dessus de mes forces, de dire des choses dont je ne sais rien. Mais il y a une chose, la dette, après toutes les interventions que nous avons suivies, aussi bien de membres du gouvernement que nos responsables de notre administration, dont Jabi Transiné. Il est directeur général, non, directeur général des finances. Bon, je pense que le débat va être clos sur la question de la dette. Après l'intervention du ministre, le débat devait être clos sur le prix du cacao. Bon, ceux qui n'ont rien à dire, en principe, devraient se taire. Dans notre pays, tout le monde peut parler de tout et donc de rien. Mais est-ce que, soyons sérieux, est-ce qu'on peut venir réciter, non, soyons sérieux, est-ce qu'on peut venir réciter à quelqu'un qui a été directeur Afrique du Fonds monétaire international, qui a été gouverneur de la BCAO, qui a été, je dis Premier ministre, de façon, mais surtout directeur général adjoint du FMI. Est-ce qu'on peut réciter à celui-là une leçon sur la dette? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bako ne peut pas, et les quelques rares, j'espère qu'il y aura encore esprit éclairé qui sont autour de lui, ne peut pas. Donc, ce n'est pas possible. Bon. Donc, ce n'est pas ceux-là. C'est-à-dire, leur littérature mal assumée, la littérature mal digérée sur la question de la dette, qui va venir changer des choses ici. Quand ils comprennent qu'ils nous perdent, en coup de main, quand ils prennent la parole, ils nous perdent. Moi, je sais une chose, c'est que jamais, au moins jamais, le président Alassane Ouattara ne va laisser à la postérité une situation qui va entraîner notre pays. Ce n'est pas possible. Après avoir fait ce qu'il a fait au Mexique, après avoir fait ce qu'il a fait dans une centaine de pays qu'il a dirigé, surtout dans le cadre de ses activités de DG du FMI, sur les questions de dette et d'endettement, il ne peut pas venir livrer son propre pays qui aime tant à travers les actes qu'il pose à une situation, ce n'est pas possible. Dieu merci, le président Zidane Diagne nous a dit tout simplement qu'il y a deux types de façons de financer l'investissement. Bon, il y a le fonds de pension et puis il y a la dette. Bon, lui, il préfère le fonds de pension. Bon, sa préférence. Mais il n'a pas dit, moi en tout cas, je n'ai pas entendu de sa bouche, que la dette, le poids de la dette, le recours à la dette, qui est fait par la Côte d'Ivoire, c'était une mauvaise chose. S'il l'a dit, peut-être il a murmuré à quelques oreilles, mais le dit de façon audible. Hein? Il a dit ça. Ah oui, certainement c'est lui qui a dit à Bendoumi, mais il aurait été mieux que ce soit une qui parle. C'est lui qui est le spécialiste
à la matière. Donc, chers amis, je ne voudrais pas vraiment m'étendre sur ces questions. Enfin, le deuxième point de notre rencontre concerne notre parti. Parce que quand on a fini de parler de la situation sociopolitique internationale et nationale, il s'agit de voir dans cette situation comment notre parti se comporte, comment notre parti est organisé, comment notre parti fonctionne, comment notre parti se projette en vue des prochaines batailles. Je voudrais donc dire que la vie politique de notre parti est marquée par sa présence effective sur le terrain. Nous avons récemment procédé au renouvellement des bureaux exécutifs nationaux des structures spécialisées que sont l'UF-RHDP, l'Union des femmes du RHDP, l'UE-RHDP, c'est-à-dire l'Union des enseignants du RHDP, et l'UJ-RHDP, à savoir l'Union des jeunes du RHDP. L'objectif de ces renouvellements réside dans notre volonté de maintenir son dynamisme et de mettre notre parti en ordre de bataille. Notre parti est conscient des défis et des enjeux à venir. Puisque nous entendons aller loin, nous ne cessons donc de ménager notre monture. C'est pourquoi nous n'avons de cesse de sensibiliser les cadres et les militants de notre parti à faire preuve de cohésion, de discipline et de solidarité. Par ailleurs, nous avons pu apprécier lors de la dernière réunion secrétariale exécutive, c'était la 20e, qui a eu lieu le mercredi 17 avril, nous avons pu apprécier les énormes progrès qui ont été réalisés dans le cadre de notre opération d'enrôlement immédiat. Nous allons faire dans les jours à venir le bilan de ce que nous avons pu réaliser. Nous nous donnons donc les moyens pour aller au-delà des prévisions que nous sommes fixées dans le cadre de cette opération. L'objectif à terme est de réussir la prochaine révision de la liste électorale et l'élection présidentielle de 2000 et de gagner l'élection présidentielle de 2025 au premier tour. Je dis bien le premier tour avec un score sans appel. Pour nous, une telle victoire n'est pas une fuite d'esprit, c'est-à-dire gagner les élections 2025 au premier tour avec un score sans appel. Cette victoire est à notre portée parce que notre candidat, il est tellement d'aucun doute, le président Alassane Ouattara a un leadership gagnant qui est reconnu ici en Côte d'Ivoire, y compris par ses adversaires, mais aussi et surtout à l'étranger. Son bilan, ou le bilan de son action à tête de notre pays, fait rêver le monde entier, surtout en faveur donc de la dernière carte que nous avons organisée et qui a entraîné le monde entier dans notre pays, et surtout à nous, notre pays entier, et notre pays plutôt en vue avec le monde. Avant-hier, M. Guillaume Soro s'exprimait à travers un post Facebook où il demandait, où il expliquait plutôt que des gens du RHDP lui proposeraient de faire une déclaration de son retour au sein du RHDP en vue de la facilitation de son retour en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces faits sont avérés? L'autre question, c'est sur la politique du RHDP. Bien que le président, dans le cas de Ouattara, a la possibilité de se représenter, on a plus l'impression que c'est un lobbying autour de lui pour qu'il se présente, ou bien est-ce que c'est définitif que le président sera candidat pour 2025? Monsieur, je voudrais juste ajouter qu'en réalité, cette rumeur a été, c'est une information qui a été donnée par une ex-femme. Peut-être qu'il serait bon qu'ils nous disent clairement le nom de ceux dont ils lui ont posé dans ces conditions. Mais comme vous l'avez dit, ni nous, l'IRHDP, ni nous, le gouvernement, cette question n'a été une préoccupation.
Deuxièmement, notre communication constante est qu'aujourd'hui, le président travaille à ce que tous les horaires reviennent. Et pour répondre à vos frères, je rappelle que lorsque Bégoudé rentrait, il était sous condamnation. Il n'avait pas de grâce. Lorsque Gbagbo rentrait, il était sous condamnation, il n'y avait pas de grâce, etc. Et donc, ce que nous disons, c'est que si Dieu se voulait rentrer, qu'il rentre dans son pays. Et donc, nous, on a plutôt l'impression qu'on veut rentrer sans rentrer, et on espérait avoir donc du RHDP des actions de proximité pour justifier nos retours. Il n'y aura aucune action de proximité du RHDP autour de qui que ce soit qui vient. Merci beaucoup. Bon, peut-être simplement, tout simplement, à cette préoccupation. C'est un fait, hein. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Solo Diop, a appelé le président de la République. C'est un fait. De mon point de vue, comme l'a souligné le ministre Mambou, porte-parole adjoint du parti.